L'être humain vit dans un corps qui est programmé à se reproduire et l'ego profite de ce fait pour réaliser les fantasmes sexuels. Comment faire pour contrecarrer cette programmation? Si cela est impossible, comment empêcher l'ego de profiter de cette programmation, car cette mécanique doit sûrement rendre le processus de rajeunissement très dur à réaliser, sinon impossible, et doit sûrement empêcher les mémoires d'enfants de se réincarner dans un adulte. C'est absolument cela. En étant immortel, on programme le corps physique à cesser d'avoir besoin de se reproduire. Donc, devenez immortel et puis cette partie-là sera réglée. En attendant, comment faire en sorte que l'ego cesse de profiter de cette nécessité, une fois par vie, d'avoir une relation sexuelle pour avoir un enfant? Donc, comment empêcher l'ego de profiter de cette programmation, car cette mécanique doit sûrement rendre le processus de rajeunissement très dur à réaliser. En réalité, il ne le rend pas très dur à réaliser, il le rend impossible à réaliser. Et doit sûrement empêcher les mémoires d'enfants de se réincarner dans un adulte. Il y a des choses qui sont compréhensibles. Premièrement, il y a des symptômes, comme si la personne qui n'a plus besoin de fumer physiquement, mais qui a une programmation astrale qui l'oblige à fumer. Donc, elle fume encore alors qu'elle n'a même pas ça. Il y a chez l'enfant, avant la puberté, des sécrétions d'hormones qui sont engendrées par la glande pinéale. Et ces sécrétions-là font en sorte que l'enfant a la capacité de rester jeune, bien que son corps grandit. Donc, de communiquer la jeunesse des cellules déjà présentes aux cellules qui vont venir. Il a la capacité de conserver une texture particulière de sa corporité, ainsi que de son énergie vitale. En même temps, il a la capacité d'augmenter les capacités cérébrales, d'augmenter tout son phénomène de conscientisation, de conscience, de localisation, de perception, d'association, etc. Il a toujours la capacité de jouer, de rester jeune, mais il prend de l'expérience, il est capable d'apprendre des choses, il est capable même d'être philosophe, si on le laisse faire un peu. Et à un moment donné, il y a un chronomètre biologique qui commence à faire en sorte que la glande pinéale cesse de sécréter ces hormones en question. Et tout le processus qui appelle la réincarnation d'adulte commence à se faire sentir. Et là, il y a des mémoires d'adultes qui commencent à vouloir profiter du corps de l'enfant, qui commence à se sexuer, pour pouvoir bénéficier de toutes les relations sexuelles que l'adulte considère normales chez la jeunesse. On parle de l'adolescence en montant. Plusieurs personnes aimeraient avoir 20 ans. Bon, on a plusieurs mâles qui aimeraient bien avoir 20 ans pour pouvoir commencer à creuser, à courir et à faire autre chose. Et lorsque les mémoires d'adultes commencent à pénétrer le corps d'un enfant, il y a la crise d'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a une guerre totale qui se fait entre la conscience de l'enfant et la conscience des adultes qui commencent à s'incarner. Et là, il y a une bifurcation dans la vie psychologique de l'enfant. Et l'enfant finit par passer des phases qui sont relativement terribles souvent. Et l'aboutissement après, l'adolescence, n'a souvent rien à voir avec l'éducation de l'enfant avant. C'est sûr que ça va aider. En ce sens qu'il restera des préprogrammations qui vont contrôler le mécanisme d'adulte. Mais normalement, l'éducation que l'on fait chez l'enfant n'est jamais une éducation basée sur l'idée qu'à un moment donné, après la phase d'adolescence, ce n'est jamais basé sur l'idée que l'enfant devra se retrouver. Lorsque l'être humain a des relations sexuelles fréquentes, tout ce qu'il fait, c'est qu'il entretient par synergisation, donc il nourrit les mémoires de l'adulte. Donc, nécessairement, il ne laisse aucune place aux mémoires de l'enfant. Et progressivement, le corps physique s'épuise et s'use dans la relation sexuelle. Et nécessairement, tout ce qui est infantile ne peut pas revenir parce que l'enfant n'a pas de relation sexuelle. Biologiquement, il ne doit pas en avoir, énergétiquement non plus, parce qu'il est en pleine croissance. L'être humain qui évolue est en pleine croissance aussi, donc celui qui évolue doit s'arranger pour pouvoir croître. Et la relation sexuelle ou les relations sexuelles deviennent une problématique. Par contre, de temps en temps, il y a trop de transposition d'ordre sexuel du point de vue de la psychologie de l'animal humain, homme ou femme. Et ces transpositions-là vont faire en sorte que l'animal humain ne sera pas capable de bénéficier de certaines formes d'énergie si ces énergies-là ne sont pas décodées par la relation sexuelle. Il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui ne seront pas capables qui ne se sentiront pas aimés s'il n'y a pas de relation sexuelle. Autrement dit, ils ne sont pas capables de décoder la relation énergétique de l'amour entre deux êtres humains s'il n'y a pas une relation sexuelle. D'autres ne seront pas capables de décoder plusieurs phénomènes de la vie s'ils ne passent pas par la relation sexuelle. C'est un problème. C'est que l'humain a tellement, archétypalement, assujetti dans l'acte sexuel
plein de phénomènes de communication énergétique, qui n'est plus capable de communiquer dans ces plans-là s'il ne passe pas par la relation sexuelle. Exactement comme si vous ne pouvez parler que lorsque vous faites l'amour avec quelqu'un, eh bien, vous ne parlerez jamais. Et pour parler, vous devrez avoir une relation sexuelle et là, vous allez parler. Mais en réalité, vous pourriez parler sans cela. Mais les stéréotypes vont faire en sorte que l'humain n'arrive plus à le faire. Il ne croit pas que c'est de la parole. Donc, il passe par la relation sexuelle. Ça use, ça vieillit, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps, c'est une perte de conscience, c'est une perte de dimensionnalité. Mais si l'ego est pour créer des problèmes plus grands que ce que je viens d'énumérer, c'est préférable encore que certains humains aient des relations sexuelles de temps en temps, tout en sachant bien que la relation sexuelle est peut-être bénéfique pour l'instant, peut devenir rapidement satanique, c'est-à-dire maléfique, donc elle va nuire, et en intelligençant continuellement, comme la personne le fait dans sa question ici, l'idée est qu'à un moment donné, c'est extrêmement phénoménal, intéressant en tout cas, de ne plus en avoir besoin, alors que ça ne sert pas à la reproduction. L'individu qui n'est pas immortel aura besoin de se reproduire, du moins de se réincarner, il peut le faire par imprégnation ou par reproduction sexuée. On se dégage de la centricité sexuelle en contrôlant son corps physique, en prenant son corps et en bougeant. Et on se dégage de la centricité sexuelle, surtout en établissant des mécaniques hétérodisciplinaires qui vont nous obliger, lorsque la tentation commence, à faire autre chose. Sauf que l'intelligentiation est la meilleure façon. C'est-à-dire qu'on a juste à dialoguer oralement, si possible, de ce qui se passe. Puis à un moment donné, il va y avoir une transformation, il va y avoir une transposition du besoin sexuel en besoin de parler. Donc l'individu n'aura plus besoin de sexualité, mais il aura besoin de d'autres choses, qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques dans son évolution. Alors ça pourrait être de faire de la peinture, ça pourrait être de faire de la course, ça pourrait être de faire du sport, ça pourrait être de parler, ça pourrait être d'écrire. Ça sera autre chose qui sera bénéfique, qui sera constructeur dans son cheminement évolutif plutôt que la relation sexuelle elle-même. Qui est Lucifuge Rofocal? Quel est son rôle? Personnellement, on n'en a rien à faire. Ben, c'est la meilleure réponse. Le Québec cherche une raison pour se séparer et ne la trouve pas. L'accord du lac Meech passé, il est prêt pour rester en couple heureux avec le Canada, avec qui il n'est plus énergétiquement. Pourrait-il se séparer sans avoir besoin de raison astrale, mais par intelligence énergétique? La question non plus n'est pas répondable convenablement. C'est-à-dire que il ne le fera pas par raison intelligente. Donc la question pourrait-il ne se pose pas. Le Québec, il est séparé depuis longtemps. Il est encore plus séparé que jamais. Énergétiquement, il est beaucoup plus séparé. Au niveau des affaires, il est encore plus séparé. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus le Québec va donner son mot, va ordonner le pas dans différents phénomènes, que ce soit en affaires, que ce soit en psychologie, que ce soit en éducation, que ce soit en médecine, au reste du monde. Et avec le dernier amuse-gueule du lac Meech, les Québécois sont encore un peu plus individualisés du reste du monde. Et ce n'est pas, encore une fois, si on voudrait avoir un Québec séparé politiquement, on travaillerait trop sur la forme. On peut être séparé politiquement, comme le Canada est séparé politiquement des États-Unis. Mais le président du Canada, ça reste encore le président des États-Unis. Alors, ce n'est pas une séparation. Prenons l'exemple en Union soviétique, il y a beaucoup de pays qui sont séparés politiquement. La Tchécoslovaquie, la Roumanie, c'est séparé politiquement. Mais s'il y a un problème là-bas, c'est les Russes qui viennent immédiatement. C'était séparé. C'est une vraie farce. C'est séparé sur la carte. Le Québec, il n'est pas trop séparé sur la carte. Il est séparé énormément au niveau de l'énergie. Et le lac Meech a densifié encore plus cette séparation-là au niveau énergétique. C'est-à-dire que progressivement, à un moment donné, le Québec, s'il n'est pas séparé, même qu'il le soit ou qu'il ne soit pas séparé politiquement, progressivement, c'est ce qui l'entoure qui va devenir québécois, du point de vue de la façon de fonctionner. Pas nécessairement du point de vue de la langue ou du point de vue des chansons. Ça, c'est dans la spiritualité qu'il y a un débordement de frontières au niveau de ce qu'on appelle les racines des peuples.
Ce n'est pas là-dedans. Ça, c'est un joual de Troie. Pendant que les Américains vont s'occuper de leurs racines, etc., progressivement, ils vont faire la médecine comme les Québécois, ils vont philosophiser comme les Québécois, ils vont faire les affaires comme les Québécois. Alors qu'à l'inverse, pendant longtemps, nous, ici, on devait protéger notre langue. C'était un joual de Troie. On devait protéger notre langue. Et pendant qu'on protégeait notre langue, tous les Anglais arrivaient à développer les compagnies au Québec. Ils ramassaient tout ce qu'il y avait à ramasser au Québec, pendant que les Québécois, eux autres, ils protégeaient leur langue. Et à un moment donné, les hommes d'affaires ont fini par prendre le dessus aussi, et graduellement, ça change. Ça fait longtemps que le Québec est séparé. Il a toujours été séparé. Il n'a même jamais été unifié au Canada. Et même si l'accord du Lac-Meach, par exemple, serait totalement accepté par les Canadiens, ce qui n'est absolument pas le cas, même si elle serait totalement acceptée, ça prouverait quoi? Ça prouverait que le Québec est une société distincte, ça prouverait donc que le Québec n'est toujours pas associé. Mais qu'on reconnaît le fait qu'il n'est pas associé dans notre association. C'est de la politique. La conscience est la lumière du film. Le film est les événements de la vie. Au-delà de la conscience-lumière, qu'est-ce qui éclaire la conscience? Bon, la conscience, ce n'est pas la lumière du film. Le film est les événements de la vie, pas tout à fait. Le film, c'est beaucoup plus la mémoire des événements de la vie. Et la mémoire, elle est capable de la créer s'il y a de la lumière. La lumière fait aussi partie de la mémoire des événements de la vie, mais d'une mémoire qui n'est pas perceptible par l'humain. Donc la lumière vient imprégner sa mémoire dans un film et le film est visible par l'humain. Si le film est l'ego, l'astral, la mémoire, nécessairement la conscience dans l'astral sera capable de reconnaître la mémoire et tout ce qui vient impressionner l'ego sera reconnu par l'ego comme étant quelque chose d'extraordinaire. La lumière impressionnant le film pourrait penser que la lumière est quelque chose de divin. Si vous recevez la lumière de Dieu, vous recevez la mémoire de Dieu. Vous ne recevez pas Dieu. Bon. La conscience, c'est lorsque tous les événements sont instantanément fusionnés ensemble. Lumière et film, observateur, tout au complet. La conscience, ce n'est pas quelque chose qui est limité par l'espace-temps. La conscience, quand je dis souvent que la conscience est une question d'énergie, c'est encore une parabole extrêmement juste, mais la conscience est instantanée. L'énergie, ce n'est pas instantané. Mais c'est très rapide. La conscience, ce n'est pas le film, ce n'est pas ce genre de choses, donc on ne peut pas poser la question qu'est-ce qui éclaire la conscience au-delà de l'espace-temps ou de ces choses-là. La conscience, c'est comme l'être humain. L'être humain, ça ne vaut rien. L'énergie supramentale, ça ne vaut rien. Et l'énergie supramentale qui touche l'être humain fait que l'énergie supramentale et l'humain valent énormément. La conscience, c'est l'association instantanée de tout ce qui a été exprimé dans l'espace-temps. C'est de la conscience. Mais ce n'est pas rien d'autre. Ce n'est même pas un événement, c'est une instantanéité. Depuis quelque temps, je n'ai plus aucun sens d'appartenance. Je me demande qui je suis. Je me vibre comme un être multidimensionnel et cela fait bizarre. En même temps, je suis tout ce que je suis dans mes vies antérieures et tout ce que je suis dans les vies postérieures. Je suis l'homme aux 11 dimensions en lignée. Je suis l'homme éclaté, je suis. Mais comment vivre centré sur soi-même dans cette perspective-là? Bon, en se posant pas des questions comme ça. Ça continue. L'animal humain est impressionné tandis que l'être humain imprégné. Qu'arrive-t-il à cette énergie perdue en imprégnation lorsque l'être humain n'aura plus personne à imprégner? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un monde d'êtres humains. À quoi servira alors l'imprégnation? Est-ce que la planète Terre ressemblera alors à un soleil? La planète Terre ne ressemblera pas à un soleil. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne pour la regarder. Quand l'imprégnation arrive à son comble, l'imprégnation, c'est la capacité qu'a quelque chose de changer les choses extérieures à elle. Quand tout est, disons qu'il n'y a plus d'animal humain pour se faire imprégner, pour devenir des êtres humains, que c'est tous des êtres humains, l'imprégnation va continuer. Et l'imprégnation va porter un autre nom, c'est ce qu'on appelle la fusion. Mais c'est la même mécanique. Donc la fusion entre toi et autrui, c'est de l'imprégnation. La fusion consciente entre toi et autrui, c'est de l'énergiopathie. Puis la fusion fusionnelle, c'est de la fusion. Alors nécessairement, quand elle parle de soleil,
spirituellement, en parabole, ça va ressembler à un soleil, mais ce ne sera pas un soleil. Les yeux humains ne pourront pas voir l'éclat. Ça sera beaucoup trop éclatant. Que veut dire survivre à sa propre mort? De quelle mort s'agit-il? La mort du corps physique. Celle de l'ego, celle du corps physique. Celle du corps physique. Okay. Plusieurs personnes m'ont demandé ce que je fais là devant eux, car je suis morte selon eux et leur capacité de voyance. Qu'est-ce qui est mort? Probablement une partie du voyant. Oui, probablement. Quel que soit le voyant. Lorsque les physiciens se sont aperçus que les électrons faisaient de la télépathie, Einstein a dit « Je ne veux pas y croire, ce serait de la magie ». Non seulement l'électron avait la connaissance, mais s'organisait en fonction un de l'autre. Est-ce par l'omniprésence ou par télécommunication? C'est par communication énergétique, encore une fois. C'est qu'Albert Einstein a amené l'idée que dans la création, dans le système matériel, du moins dans l'espace-temps, rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Alors, la question qu'on posait, c'était que si la Terre gravite autour du Soleil, si le Soleil disparaît, est-ce que la Terre immédiatement est détachée de l'orbite du Soleil? Selon la théorie de la relativité, il faudrait que la Terre continue à tourner autour du Soleil qui n'existe plus pendant au minimum 7 minutes, c'est-à-dire le temps à la vitesse de la lumière pour que l'information que le Soleil n'existe plus arrive à la Terre. Donc, la Terre continuerait à être attirée par le Soleil, même si le Soleil n'existe plus, tant que l'information à la vitesse de la lumière n'est pas venue dire à la Terre « Écoute la cave, tu peux t'en aller, le Soleil n'est plus là. » On n'a pas pu prouver. Mais effectivement, si à l'instant où l'attraction disparaît, l'attracté est libre, si cela se ferait, cela voudrait dire que dans l'espace-temps, certaines choses vont plus vite que la lumière. On parlerait d'instantané. Les électrons ont la capacité de communiquer entre eux. Mais ils communiquent entre eux souvent par des messagers. L'électron communique avec un électron par un messager. Ce messager voyage à la vitesse de la lumière. Donc, ce messager fait en sorte qu'un électron ne peut pas être instantanément télépathe avec un autre électron. Einstein étant mort, aujourd'hui, on sait que le messager entre deux électrons est un photon. On sait que les messagers, par exemple, entre moi et la planète Terre sont des gravitons. On sait qu'il y a des messagers intra-atomiques qui vont faire en sorte que deux neutrons ou deux protons, ou etc., vont être capables de vivre ensemble, et ce seront des messagers qu'on appelle des gluons. C'est un messager qui va dire à l'autre ce que lui doit savoir. Il y a donc une communication qui est énergétique, une forme de télépathie, une sympathie à distance, qui fait en sorte qu'ils s'entendent. Mais l'électron, comme d'ailleurs, l'électron n'est pas une particule première, c'est constitué de quarks. Il y a 5 particules matrices qui sont constituantes de l'univers, avec 5 antiparticules. Et ce que l'on doit savoir, c'est qu'à l'intérieur des électrons, à l'intérieur de ces particules, les quarks entre autres, on a de plus en plus affaire à de l'énergie qui n'est pas assujettie à l'espace-temps. De ce fait, effectivement, on pourra, si on veut étudier une philosophie de la physique nucléaire, découvrir que les électrons, en plus de communiquer, sont même capables de s'adapter à des situations, donc de s'adapter à des observateurs. L'électron a la capacité de s'adapter au plaisir de l'humain. Alors, on découvre facilement que l'électron est capable d'être à plusieurs endroits en même temps. Et que si on a un observateur qui observe un électron, il verra une chose. S'il y a 25 000 observateurs, ils verront les 25 000 la même chose. Ce qui ne se peut pas dans un monde, mais qui se peut fortement dans le monde de l'électron. Et plus l'humain se rapproche de ce qui constitue l'univers, plus il découvre qu'il y a que les lois de l'univers ne sont absolument pas bonnes, ne sont absolument pas les lois qui régissent les lois de l'extra-univers. Alors, en ce qui concerne Albert Einstein, bien évidemment, lui ne voulait pas cela. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de ce que lui appelait la magie, uniquement parce qu'à l'époque où il a dit ça, il commençait à être un peu fatigué. Il a même rectifié certaines de ses théories. Il les a menti, il les a faussées pour que ça concorde avec ce qu'il voulait. Et maintenant, on a rectifié ces théories fausses et on les a ajustées à ce qu'il avait dit au début. Et ça fonctionne. Bon, alors c'est sûr qu'Albert a eu des petits problèmes vers la fin parce qu'il avait déjà supporté pas mal de neuf. Est-ce que libérer l'énergie contenue dans un concept a pour effet, du point de vue de l'ego, de subir une désillusion des dieux? Souvent, oui, sauf quand l'humain est suffisamment évolué
pour être capable de placer tous ces concepts dans le concept qui s'appelle concept. Alors là, il n'y a plus de désillusion de Dieu, on s'y en attend, parce qu'on défasse des concepts. C'est prévu dans l'idée même du concept. L'énergie que je dégage en présence d'un groupe est perturbateur face à eux, car ils me le mentionnent. Je comprends que c'est faux, car je ne fais que goûter de leur énergie présente. Je sais que ce qui se passe est énergisant ou énergifiant. Qu'est-ce qui ne se comprend pas? Ben, effectivement, c'est perturbateur. Premièrement, peut-être que vous têtez l'énergie des autres. Mais autre chose qui est évidente aussi, c'est que par l'imprégnation, vous allez dégager d'un peu de conscience. Et dégageant un peu de conscience, les individus qui le reçoivent peuvent être totalement perturbés, totalement. Ils peuvent être inhibés, ils peuvent être frustrés, ils peuvent être affaiblis si on draine de l'énergie. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est que la personne, ce qu'elle fait, et c'est extrêmement dangereux, il faudra à un moment donné qu'on passe quelques temps là-dessus, sur les points de vue, sur la capacité qu'on doit développer de changer de point de vue. Moi, quand je vais là, je suis heureux, je sors de là, je suis énergisé, je vois pas ce qu'ils ont à dire. Eux sont tous brisés, ils n'ont plus d'énergie, ils dorment plus pendant 2 jours de temps. Et nous, on se dit, mais voyons donc, c'est faux, Christy, c'est faux, il dit qu'il dort mal, c'est faux, je dors bien, moi. Oui, c'est évident, ça c'est sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ah, mais c'est parce que c'est ailleurs, c'est parce que, non, c'est ça, on ne veut pas changer de point de vue. Alors, si les individus vous disent que vous dérangez quand vous êtes là, c'est que vous dérangez quand vous êtes là. Est-ce que c'est inécologique? Peut-être, peut-être pas, etc. Est-ce qu'il faut ajuster? Peut-être, peut-être pas. C'est une autre question. Mais effectivement, on peut déranger. Moi, je sais que je dérange énormément quand je vais quelque part. Pourquoi? Parce que les individus, souvent, sont tellement bien quand je suis là que finalement, les autres sont plus là. Bon. Alors, je dérange. Ils ne me le diront peut-être pas. Et ceux qui sont un petit peu moins énergisés, ben, eux autres, ils peuvent me le dire, parce que quand je suis là, eux sont carrément plantés. Et il y a même des personnes qui, à mon contact, deviennent tellement intelligentes qu'ils me fuient régulièrement. C'est-à-dire que l'ego, quand il me voit venir, l'ego se dit « Hop, allons-nous-en, allons-nous-en ». Pourquoi? Parce que la personne devient tellement mentale que l'ego ne peut plus rien faire. Puis je ne manipule pas l'individu. Son mental est tellement réchauffé que son mental dit « Écoute, c'est vrai en tabarouette que je suis niaiseux ». Fait que là, l'ego, quand il me voit arriver, il se dit, hop, lève là. Bon, ben, c'est sorti court côté jardin, on sort. Pourquoi? Parce que l'ego ne veut pas me côtoyer. L'ego m'aime, m'apprécie, etc. La personne énergétiquement est en bonne relation, mais elle me fuit. Parce que, ben non, si je me mets à parler, il m'a encore devenir intelligente, il m'a encore comprendre qu'il faut que j'arrête de manger des gâteaux. Fait que, je suis pas intéressé. Alors, la personne, elle me fuit. Et je connais plusieurs personnes qui pourraient jaser avec moi, avec qui on pourrait avoir du plaisir, mais qui me fuient régulièrement. Pourquoi? Parce qu'à mon contact, leur mental se réchauffe trop, leur ego se planter. L'ego ne souffre même pas. Mais l'ego, après ça, l'ego, quand il finit avec moi, il se dit, on a parlé par exemple de comment on plante des fleurs. Puis quand l'ego s'en va chez lui après, il se dit, ouais, il faudrait bien que j'arrête de me droguer. Mais là, après ça, l'ego, quand il me rencontre après, puis il s'est drogué pendant 2 semaines, là, il ne veut pas me rencontrer parce qu'il sait très bien qu'après, il faut encore qu'il commence à lutter pour se droguer. Parce qu'il va lutter pour ne pas se droguer en même temps. Même si on n'en parle pas, ça n'a rien à voir. Alors, donc, je dérange. Maintenant, il faut voir de quelle façon je dérange. C'est sûr, là, mais si la personne vient se coller à moi, ben tant pis pour elle. Mais si je rentre dans un groupe, j'en ai pas le choix. Mais de là à dire, l'important ici de la question surtout, c'est que, bon, il me le mentionne, je comprends que c'est faux. Comprenez pas que c'est faux, comprenez que c'est vrai en maudit. Alors, je comprends que c'est faux, car je ne fais que goûter de leur énergie présente. T'sais, ils disent que je le nuis. C'est faux. Moi, je fais juste que tout ce que je fais, c'est que je les tête. Bon. Je sais que ce qui se passe est énergisant, puis énergifiant. Qu'est-ce qu'ils ont chiolé? Alors, qu'est-ce qui ne se comprend pas? C'est ça. C'est que vous voyez la chose à partir de votre point de vue, pas à partir de leur point de vue. Ça me ramène à une autre question, parce que quand tu parlais, par exemple, des fois des gens qui sont en ta présence, c'est soit qu'ils sont plantés, ou qu'énergétiquement, ils se supportent bien, mais ils ne se voient plus eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait que tu sois habité d'intelligence, que tu sois... Le fait qu'il y ait suffisamment d'intelligence pour planter un ego qui se présente devant toi, mais est-ce qu'un individu peut parvenir, bon, en étant plus intelligent? Non, les individus avec qui je travaille, je ne plante pas leur ego. Je réchauffe leur intelligence, leur mental. Et cette intelligence-là plante leur ego, pas moi. En séminaire ou quand je rencontre des individus, là peut-être que je peux planter leur ego. Parce que si ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour le faire eux-mêmes, je le fais. Ceux avec qui je travaille, je ne peux pas travailler avec des gens avec qui je dois continuellement planter leur ego.
Mhm. Non, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, les individus deviennent suffisamment réchauffés. Mais ce qui va arriver, c'est que si l'individu n'est pas capable de supporter suffisamment d'énergie, il devient drogué par l'énergie. Donc, il n'est plus là. Il est bien, t'es correct, mais... on devrait démolir tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, on devrait le garder. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, le peinturer. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, le peinturera pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, Aucun mais problème. c'était une personne qui s'ajoutait juste instantanément, puis... Ah oui, ah, oui, ça... Mais pas nécessairement de... Alors, je lui dis, t'as-tu 50$, oui, donne-moi les. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, je comprends la vision droguée. Je sais qu'il y en a qui peuvent l'être aussi. Comme il y en a qui peuvent être simplement en accord, pas nécessairement avec des changements. Ah, ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont être en accord pour la simple raison que c'est une vision intelligente. Oui. Bon, puis moi aussi, je vais être en accord avec eux. Dans ce temps-là, il n'y a personne qui suit personne. Ce sont eux-mêmes. OK, c'est ça. Donc, ce n'est pas... Une personne peut donc arriver quand même intimement, même si elle a un avec ego. plein de gens qui sont eux-mêmes. Mais il y a des gens que j'ai pu côtoyer de temps en temps, qui quand je rentre là, c'est fini. Puis les gens avec qui je me plais à travailler, c'est des gens qui restent eux-mêmes. Mais quand tu parles de drogués, donc, ils sont dépendants de ton énergie aussi. Ils ne sont pas dépendants de mon énergie, ils sont drogués. Mais habituellement, un drogué va chercher à reprendre cette drogue-là. Non. Quand je dis, disons drogués, ils sont totalement, comme la drogue va faire, ils sont totalement ivres. OK. De mon énergie. Alors, si je suis pas là, ils ne la recherchent pas, mais quand je suis là, ils sont totalement ivres, ils n'arrivent plus à rien faire. OK. Puis quand je suis pas là, là, ils se retournent un peu. Mais il y en a qui, justement, quand ils sont ivres, ils deviennent un peu plus intelligents. Puis quand je suis pas là, ils font tout pour l'intelligence s'en aille au plus maudit. C'est rare quelqu'un qui est ivre, qui est plus intelligent. Ouais, mais c'est ivre d'énergie. Oui, je comprends bien. Leur conscience est pas mal partie, mais l'individu grimpe en énergie. Alors, après m'avoir quitté, il va aller prendre une brosse, il va aller prendre un joint, il va tout faire pour descendre vite. Pourquoi? Ça y évite d'avoir à réfléchir en dedans. OK. Parce que là, il voit le monde comme il est trop bien, puis il préférerait continuer à le voir mal. Tu sais, j'ai travaillé à un moment donné avec une personne qui a fait de la prison. D'ailleurs, il était en prison. Et puis, c'était préférable qu'on se voit pas. Pourquoi? Parce que c'était bien de casser la gueule du monde. Mais si on se voyait, même si on se disait rien, après ça, elle était plus sûre que c'était bien de casser la gueule des autres. Fait que là, elle souffrait. Elle se culpabilisait, elle se demandait, elle avait le coup de casser la gueule, elle voyait quelqu'un taper un autre, elle aimait pas ça. C'est tout un paquet de souffrance. Alors qu'elle était si bien quand elle cassé la gueule du monde. Pas de souffrance. C'est bien simple. T'aimes pas la face, tape dedans, c'est réglé, fini là. C'est brillant. Et puis, l'individu veut pas, il va finir par être confronté à sa propre intelligence, donc il va finir par lui-même se poser les mêmes questions. Plus vite il va le faire, mieux ça va être. Puis à un moment donné, tu arrives à l'autre côté, où tu n'as plus besoin de lutter pour te demander si c'est correct ou pas, tu le fais pas. Mais quelqu'un pour arriver à être confronté à sa propre intelligence, est-ce qu'il doit être en contact avec l'intelligence extérieure? C'est ce qui va arriver progressivement, mais progressivement. Donc, il peut être en contact avec son geôlier, qui est un peu plus intelligent parce qu'il est en contact avec un animateur de radio, qui est un peu plus intelligent parce qu'il est à côté, finalement, il l'est. Ça peut prendre quelques vies, mais nécessairement, ça va monter. L'uranium octroie un certain pouvoir aux nations qui puisent l'énergie du dragon. Qu'en est-il de cette autre puissance qu'octroie un autre métal aux nations, l'or? A-t-il un rôle plus blanc que l'uranium? Sinon, lequel? Non, l'or, c'est le métal qui donne de l'énergie à nos grands-pères, à nos ancêtres. Et c'est tout. Parce que l'or, c'est le métal traditionnel de l'argent, parce que c'est le seul métal connu de l'époque qui non seulement ressemblait au soleil, il faut le dire vite, mais n'empêche, quand tu n'as rien d'autre qui ressemble au soleil, ça ressemble au soleil. C'est de l'or des fous. Et en plus, l'or ne rouille pas, ne se corrompt pas. Donc, il est éternel. Dans la vision, évidemment, de bon. Alors, ça n'a pas été long que celui qui avait de l'or pouvait se faire des objets, pouvait se faire des choses. Il avait la capacité d'avoir, premièrement, du soleil. Et il avait une valeur qui, émotivement, était demandée par tout le monde. Celui qui avait l'or, c'est parce qu'on parle de la rareté, mais aujourd'hui, on a des mines d'or. L'or n'est pas rare. Mais même à l'époque, c'était pas rare. Un jour, il y a eu un bonhomme, il y a eu un peu d'aluminium. Je crois que c'est Charlemagne. Alors, il s'est fait faire une vaisselle en aluminium, puis il l'a payé à grand coup d'or. Puis l'aluminium était beaucoup plus de valeur que l'or. Mais en tant que monnaie d'échange, l'aluminium, on n'en voulait pas. Mais j'allais chez toi, tu avais une robe en aluminium, moi, ma robe en or, mon vêtement en or, il faisait piètre figure. Alors qu'aujourd'hui, l'aluminium, c'est pas... Ce qu'il faut comprendre avec l'or, c'est que c'est une symbolique spirituelle et religieuse qui a fait en sorte de lui donner de la valeur.
Parce que ça a eu de la valeur, à un moment donné, on a fini par s'en servir comme monnaie d'échange. Et progressivement, l'or est disparu parce que c'était compliqué. On a inventé des billets qui sont qu'on peut changer, que le porteur peut changer. Et maintenant, ça l'a changé. Là, c'est à cours légal, mais le porteur ne peut plus changer. Parce que normalement, quand tu avais 50 $ en papier, tu pouvais aller chercher 50 $ d'or n'importe quand. C'était un chèque. Et progressivement, ce n'était plus des chèques. Bon, comme là, les Américains pouvaient changer quand ils voulaient. Depuis les dernières crises, ils n'ont pas pu. Et c'est ce qui a fait que le dernier crash boursier n'a pas été trop problématique. Les gens ne sont pas garochés pour vider tout ce qu'il y avait, garder leur or. L'uranium et ces métaux-là donnent une puissance aussi équivalente à l'or en termes de richesse, mais dans une valeur néotypée. Alors, ceux qui ont l'uranium, ceux qui ont du titane, ceux qui ont du cobalt, ceux qui ont... Il y a différents, il n'y a pas juste l'uranium maintenant. Ça donne de la puissance. Et présentement, ce qui va le plus donner de puissance, c'est même pas l'uranium ou ces choses-là, ça va être les matières semi-conductrices. Premièrement, il y a deux choses. Il y a les matières semi-conductrices et il y a ce qui sert à faire des tuiles, entre autres. Donc, tout ce qui va faire... c'est des matières semi-conductrices, mais c'est ce qui va de plus en plus donner de la richesse aux nations. Les matières semi-conductrices vont engendrer l'informatique, ils vont engendrer ces choses-là. Mais ça engendre beaucoup d'autres choses. Alors, les navettes spatiales sont recouvertes d'une tuile particulière qui leur permettent de revenir de l'espace. Ces métaux-là vont donner de la puissance parce que là, ça sera une nouvelle valeur d'échange qui fait partie de l'ère nouvelle. L'or, archétypalement, comme d'ailleurs l'argent ou la monnaie archétypalement, va rester encore mais c'est réellement un symbole. Alors, c'est sûr que si vous volez le symbole, pour que le symbole soit honoré, il faut qu'on y croit encore. Alors, vous volez, par exemple, 2 tonnes d'or, nécessairement, vous avez de l'argent. Parce que si on dit que votre or vaut rien, l'or de tout le monde vaut rien. Fait que plus l'argent ne vaut plus rien, plus personne n'a rien. Alors, on devra donc continuer à jouer le jeu. Mais finalement, 2 tonnes d'or, souvent, l'expression que j'ai souvent entendue, c'est souvent reflété dans les bijoux ou reflété dans les parures que les gens peuvent se mettre. Oui. Donc, la tradition est encore beaucoup plus demeurée à ce niveau-là, au niveau de la valeur. C'est juste au niveau de l'archétype. Je dis, tant qu'on veut mettre de la valeur. Parce qu'un bijou en aluminium ou un bijou, par exemple, en acier inoxydable, extrêmement illustré, ça ressemble à de l'argent. Bon, sauf que ça n'a pas les qualités de l'argent, c'est-à-dire que ça ne devient pas vert à un moment donné, le pas vert, mais c'est bon. Fait que c'est pas besoin de frotter, d'acheter, c'est pas de l'argent, quoi. Bon. On a des métaux qui sont identiques à l'or, mais ça n'a pas les qualités de l'or, c'est-à-dire que ça se casse pas à rien, ça ne peut pas le perdre, c'est bon. On a des choses beaucoup plus efficaces que l'or du point de vue esthétique. Mais l'humain va dire, ouais, mais c'est pas de l'or. C'est ça. Exactement comme si on dirait à un moment donné, oui, je comprends, c'est de l'acier inoxydable, c'est beau, mais ça rouille pas. Ah, ça va. C'est pas du fer. C'est ce qui arrive au niveau de l'or et de l'argent. Parce que réellement, l'acier inoxydable, c'est drôlement plus efficace que l'or ou l'argent. Puis on peut faire ce qu'on veut maintenant avec les recouvrements et les plaquages. Tu as une montre plaquée or. C'est bien plus cheap qu'une montre en or. Mais au niveau de l'onde de forme et de l'esthétique, je vois pas, il n'y a aucune différence. C'est bien mieux d'avoir ton argent ailleurs que dans ta montre. Au niveau de l'onde de forme, la couleur or peut être utile. C'est correct. C'est pas nécessaire que toute l'épaisseur soit couleur or. Mais quand même, à un certain moment donné, il y a des personnes qui, lorsqu'ils faisaient leurs bijoux, par exemple, pouvaient accorder une certaine valeur, que si c'était un bijou qui était fait en argent ou en or pour récupérer l'énergie. Dépendant de leur constitution vitale. Mais ça, c'est autre chose. Là, on parle d'une mécanique mathématique. Okay. Mais on ne parle pas de la valeur émotive placée dans l'or. Il y a des personnes qui vont fonctionner beaucoup plus avec des éléments en cuivre ou en bronze. Okay. Ou en d'autres choses qu'en or ou en argent. Mais archétypalement, les gens vont s'arrêter plus rapidement à l'argent et à l'or. Parce que grand-papa et grand-maman, ça faisait nos ancêtres, c'était de l'or. Personne, à l'époque, on n'aimait pas ça, l'acier inoxydable, ça n'existait pas. Alors, on allait avec l'or et l'argent. Bon, puis il y a des personnes encore qui se mettent des dents en or. Puis, en tout cas, au niveau de l'esthétisme, c'est intéressant, mais... Avec des reflets de lumière. L'homme veut toujours disséquer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Exemple, le télescope Hubble, le futur accélérateur de particules aux USA, aux États-Unis, la trappe à neutrinos qui sera construite à Sudbury, etc. Y a-t-il un lien entre l'expansion de l'intelligence supramentale humaine et les limites que l'homme repousse sans cesse plus loin concernant la compréhension de la matière? Absolument, parce que la recherche de la compréhension de la matière, ça fait en sorte de développer les capacités qu'a le cerveau de comprendre de nouvelles choses.
Et en même temps, ça l'amène de nouveaux mots, donc de nouveaux réceptacles à énergie. Et ça améliore les choses. Le piège à neutrinos, c'est pour capter. Bon, pour faire un piège à neutrinos, pour détecter un neutrino, c'est une particule presque virtuelle. Présentement, il y en a des milliards qui vous traversent. Ça traverse la Terre, c'est même pas arrêté par la Terre tellement ça traverse les masses. Et pour prouver son existence, on a besoin de faire en sorte qu'un neutrino frappe, par exemple, un noyau, un proton ou quelque chose comme ça. Et la chance de voir un neutrino frapper une particule atomique, elle est peut-être, disons, ça peut arriver une fois sur 30 ans. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que si on se ramasse un endroit qui est relativement grand et où on met beaucoup de particules là-dedans, on améliore les chances de voir un neutrino en frapper une. Bon, c'est ce qu'on veut faire dans le piège à neutrinos. L'être humain qui fait cela, quand un accélérateur de particules, c'est un bistouri. C'est le bistouri que se servent les physiciens pour disséquer. Et la majorité des personnes n'ont pas l'idée de ce que c'est qu'un accélérateur de particules, mais c'est phénoménal comme possibilité technologique. Et ça permet à toute la conscience planétaire au niveau des archétypes, etc., ça permet à Dieu de se scientifiser. C'est extrêmement important que ce soit fait. Ce serait intéressant s'il y aurait moins d'émotivité, mais présentement, c'est l'émotivité quand même, dans la majorité des cas, qui dirige ces choses-là. Ça permet à l'humain d'aller chercher partout dans l'univers de façon à être capable de supporter de plus en plus, de façon à faire en sorte que le côté cartésien soit capable de reconnaître et de supporter de plus en plus ce que l'intuition va amener comme information. Souvent, les intuitifs amènent des choses. Ils parlent du corps vital. Tout le monde en rit. À un moment donné, la science découvre que l'acupuncture fonctionne. Et là, on va dire, voyez, le corps vital des ésotérismes européens, ça décrivait l'énergie yin et yang des Chinois et des Hindous, le prana. Et bon, alors, plus on va loin dans le contact intuitif avec l'intelligence, plus c'est présentement, temporairement, important que la science aille loin dans les découvertes de choses aussi phénoménales que les particules et ces choses-là. Pourquoi? Parce que plus ils vont observer loin dans l'espace, plus ils vont découvrir qu'une grande partie de ce qu'ils disaient était totalement faux. Alors qu'ils vont découvrir que dans l'histoire ésotérique, il y a du vrai. C'est peut-être compté paraboliquement, mais c'est vrai. On parlait d'un centre source où il y a beaucoup plus d'énergie que dans tous les soleils réunis. On en parle depuis longtemps. Et subitement, on va découvrir des centres de galaxies ou des centres d'univers qui n'ont aucun sens de commune mesure du point de vue des grandeurs. Et là, on pourra après ça dire, bon, il disait que Dieu venait de là, c'est ça. On rejette toujours tout. À un moment donné, on va dire simplement, j'ai vu de l'eau, alors j'arrive quelque part et je vois, ça coule. Je me dis, c'est pas de l'eau, c'est une folle, c'est de la lave, c'est pas de l'eau, maudite niaiseuse. Puis là, je m'en vais. Quelqu'un me dit, puis est-ce qu'il y a de l'eau? Ben non, il n'y a pas d'eau. Hein. C'est du liquide qu'elle voulait dire. Bon, elle a vu du liquide. Puis le liquide était de la lave en fusion. Bon, OK, il nous manque de... La science va arriver à préciser des choses que le magicien n'a pas besoin comme précision. Bon, on a vu du liquide, on a vu du liquide, on a vu de l'eau, on a vu de l'eau. À un moment donné, on s'entend pour dire, par exemple, quand vous mettez du sel, mais le sel est du chlorure de sodium, mais le chlorure de calcium, la craie, le carbonate de calcium, c'est du sel aussi. Mais bon, le sel qu'on met pour faire fondre la neige, la glace, c'est du chlorure de calcium. Mettez pas ça dans votre salade. Le chlorure de sodium est comestible, le chlorure de calcium est problématique. C'est du sel. Alors, les gens, souvent, ils disent, ouais, mais pourquoi ils appellent ça du sel, pas du sel? Oui, c'est du sel. C'est toi qui appelles ça du sel. C'est du sel aussi. Mais le sel, c'est plein de choses. Alors, quand on dit que les alchimistes qui disaient que la matière, que tout est constitué de terre, oui, mais le fer, c'est de la terre. Bon, d'eau, oui, mais tout ce qui est liquide est de l'eau. D'air, oui, tout ce qui est gazeux est de l'air. Et de feu, tout ce qui est énergétique est le feu. Il y avait 4 éléments. Bon, et on peut rajouter les terres, qui sont des forces électromagnétiques, qui sont des forces, des choses en genre. Des forces de rayonnement résiduelles. Maintenant, on en découvre de plus en plus, il n'y a pas de vide. Mais ce qu'on appelle le vide n'est pas comblé par de la matière. C'est comblé par de l'énergie. Ce n'est pas vide, mais c'est vide matériellement, mais ce n'est pas vide.
Bon, par la suite, une personne va dire l'éther, c'est ce qui permet la communication entre des individus, ou ce qui va permettre, par exemple, à la lumière de cheminer du soleil jusque chez nous. Alors, après avoir fait l'étude, on découvre qu'il n'y a pas d'éther. Oui, mais le gars ou la fille de l'époque, là, en 1400, il a essayé de te dire qu'il y avait quelque chose, puis après ça, il a essayé de mettre des mots qu'on connaissait pour le décrire. Ces mots-là sont tous faux. Mais on découvre des choses. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour de la Terre, on n'en a rien à foutre, parce que le Soleil tourne effectivement autour de la Terre. Puis la Terre tourne effectivement autour du Soleil. Prenez un humain sur la planète Terre, puis Christy, le Soleil se lève là, il descend là-bas, tu sais, essayez de lui prouver que le Soleil tourne pas autour de la Terre. On peut l'expliquer aussi par la rotation du Soleil, de la Terre sur elle-même. On peut l'expliquer. Mais si la Terre ne bouge pas, puis que c'est l'univers qui tourne autour, on aura réellement l'impression que tout ne bouge pas, puis que la Terre tourne autour. Finalement, on s'en fout. Si on est intelligemment évoluable, on s'en balance. Mais ça sera intéressant de savoir que les deux visions sont bonnes. Puis que dans certains cas, pour expliquer certaines choses, c'est-à-dire pour créer des réceptacles pour mettre une certaine forme d'énergie, on prendra telle vision. Puis que dans d'autres cas, on prendra telle autre vision. Et là, on pourra dire ce sont des visions parallèles. On n'est pas dans des mondes parallèles, ce sont des visions parallèles. Les deux sont vraies, les deux sont fausses. Ça dépend du quel bord on va se placer. Et ça, c'est l'apanage de l'humain qui a réellement la capacité de se conscientiser. Mais l'humain qui a la capacité de se conscientiser, c'est donc celui qui relie l'intuitif et le cartésien. Mais... Oui, mais par l'intelligence. Oui, pas par l'intuition, donc pas par l'émotivité, puis pas par le cartésien non plus, par l'intellect. Non, OK. Mais l'intuitif pur, le cartésien, ceux qui sont vraiment juste bloqués dans ces affaires-là, il me semble qu'ils doivent vivre une forme de souffrance. Le cartésien, entre autres, s'il ne voit aucune chose. C'est-à-dire qu'il ne vit pas de souffrance tant qu'il ne rencontre pas un intuitif. Et l'intuitif, c'est pas de problème tant qu'il ne rencontre pas un cartésien. Tu sais, moi, je vais commencer à te prouver que Dieu n'existe pas. Dieu fit ceci, fit cela. Il y eut un jour et il y eut un matin. Hey, la Terre n'existe pas, le Soleil non plus. Comment il est fait pour avoir un jour et un matin? Tu sais, ah ben là, on est fait. Et puis, en 7 jours, t'as trop cru à ça. Bon, ben selon la Bible, on existe depuis quelques milliers d'années. Mais les fossiles, puis la Terre, puis tout ça existe depuis des millions d'années. Très facile à prouver. T'es fait. Mais là, l'intuitif est malade, il a des problèmes, il vient de rencontrer un cartésien. Le cartésien, lui, ça va bien, ça fonctionne, c'est correct. À un moment donné, tu dis, écoute, ben, c'est bien beau toute ton affaire, mais qui a créé tout ce que tu me dis? Ah, ben ça, c'est le Big Bang. Bang. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ah, ben, de l'énergie. Qui a créé l'énergie? Ah, ben, c'est ça. Parce que je sais, souvent, il va y avoir des scissions entre les scientifiques eux-mêmes, comme avec la découverte pas des lasers, là, mais des... Qu'est-ce que tu peux quasiment reproduire en 3 dimensions? Hologrammes. Des hologrammes, c'est ça. Il y a eu beaucoup de scissions au niveau des scientifiques parce qu'on arrivait à dire que finalement, tout n'est qu'illusion. Mais il y a des scientifiques qui rejettent ça totalement. Les scientifiques capables de devenir un peu philosophes, c'est ceux-là qui font le plus mal aux autres. Albert Einstein était un éminent philosophe. Il se plaisait de... D'ailleurs, toute sa science était en philosophie. Il dandinait sur le bord d'un chemin en suivant des bébelles descendant sur une rivière. Là, il arrête, il laisse aller, il accélère, il regarde, s'amuse. Puis là, il te sort un concept philosophique de la relativité. C'était juste de la philosophie, là, c'était de la philosophie. Parce que lui, il avait un cerveau mathématicien, il a pu mettre ça en chiffres à un moment donné. Une chance, sinon on l'aurait relégué avec les ésotéristes. Mais il était philosophe. Les philosophes mathématiciens, les philosophes scientifiques sont les plus dangereux pour les autres. Premièrement, ils font mal à l'intuitif et ils font mal aux cartésiens. Puis tout ce qu'ils découvrent, finalement, c'est reconnu même après leur mort, beaucoup trop longtemps après. Oui. Mais ça, c'est pas grave, ça, c'est parce qu'ils se réincarnent dans la gang. La gang comprend. Oui. Ils comprennent après la mort, mais c'est pas... c'est une ruse. Parce que de plus en plus, les découvertes que des scientifiques vont faire qui sont reliées à l'intuition. Par exemple, récemment, il parlait de l'eau et de la mémoire, mais là, c'est une autre scission au niveau des scientifiques. Oui, tu es en train de se battre, justement, parce qu'il paraît que l'eau retient tout, que l'eau peut réellement mémoriser, puis qu'on peut quand même lire de l'eau. Mais c'est parfait, au fond, finalement, que tout ça arrive comme ça. Dans les grandes revues scientifiques, il y a même eu des articles sur l'eau et sa mémoire. Pour dire, là, on parle de très grand, on parle des revues scientifiques de très très haut niveau. On en parle, ça se bat. Mais oui. La fusion nucléaire à froid, ça se bat. C'est la fusion nucléaire qu'on retrouve dans le vaisseau Entreprise de patrouille du cosmos. Ah, il n'y a rien de plus con que de découvrir que
ça se promène à la télévision depuis longtemps, sans dégager de radioactivité. Et nous autres, on est encore en train de jouer avec Alors, nécessairement, ça crée des conflits. Pourquoi? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un paquet de savants qui veulent tout faire pour prouver que ça se peut. Ils sont colorés par l'émotivité, un peu. C'est un paquet de savants qui travaillent pour prouver que ça se peut pas. Ce qui fait qu'eux autres ne verront jamais là où ça se peut. Ils vont toujours travailler là où ça se peut pas. Colorés par leur émotivité un peu, ce qui retarde toujours un peu les choses. Puis tu as quelques savants qui sont neutres, qui eux autres, ils aimeraient bien que ça existe. Puis ça se peut, puis ça se peut pas, puis on y va. Mais c'est ceux-là qui ont normalement le moins de budget. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'émotivité pour aller convaincre les autres de leur donner des budgets. Alors, l'humain fonctionne comme ça. Mais ces scientifiques-là qui commencent à avoir une vision différente de ce que la science a apporté jusqu'à maintenant, est-ce que c'est simplement au niveau des mémoires, des nouveaux égrégores qui se font? Qui amènent le neuf? Oui. Non, il y en a plusieurs qui ont des contacts avec de l'intelligence. Il y a même plusieurs qui sont suffisamment intelligents, sauf qu'ils sont tellement orchestrés à être centrés pour être scientifiques, que plus souvent qu'autrement, ils n'ont pas le temps de découvrir qu'ils sont là, en tant qu'être humain. Il y a de ces scientifiques qui, à un moment donné, vont rencontrer des antennes supramentales et ils vont immédiatement devenir une antenne. Okay. Mais il faut leur laisser le temps aussi. Présentement, ils sont occupés à faire de la recherche. Surtout que la majorité des scientifiques qui sont intuitifs sont occupés à se défendre. Ils sont encore un peu trop d'ego, ils n'ont pas encore... c'est leur travail aussi, c'est souvent leur profession, leur gagne-pain. Et ils n'ont pas encore compris l'idée que, comme Einstein, ne prouvait rien. Il aimait les mathématiques. Alors, il faisait des mathématiques en même temps. Mais ça doit être aussi un égoïsant pour eux que de vivre cette lutte-là. C'est-à-dire que c'est égoïsant en réalité pour eux. Puis quand ils deviennent suffisamment égoïsés, ils arrivent à l'écœurement de l'écœurement. Lorsqu'ils ont atteint l'écœurement de l'écœurement, probablement que là, ils finissent par se dire, oh, ben, écoutez, moi je continue à faire ce que je fais, puis je ne peux rien savoir de personne. Là, ils sont égoïstes. Mais tant qu'ils sont en lutte, etc., c'est frustrant, donc c'est égoïsant. Parce que l'anégoïsation, elle n'est pas une question de frustration. Plus on te frustre, plus tu t'anégoïses. C'est faux. Plus on te frustre, OK, mais moi, c'était pas d'être frustré, c'est de constater la frustration. Ben, s'ils la constatent, mais souvent, ils la constatent pas. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les concepts pour être capables de digérer la frustration. Donc, ils vont plutôt s'égoïser, c'est-à-dire qu'ils vont toujours lutter, détester, haïr, bref, ils s'écœurent. OK, je voyais plus. À un moment donné, Einstein, lui, c'était moins pire, parce que c'était un bonhomme, un génie sur plusieurs sens. Aux questions idiotes, il répondait toujours d'une façon super géniale. Parce que quand sa femme lui a dit « Pourquoi tu veux m'épouser? » Ben, avant d'être sa femme, tout ce qu'il aurait trouvé à répondre, c'est parce que tu es la seule femme que je connais qui ne parle pas beaucoup. Bon, c'est une question idiote qu'il a posée, alors il a répondu une chose, bon, ça balançait. À un moment donné, on vient le voir pour lui dire il enseignait à l'université et il avait formé la formule E égale MC2, puis il l'expliquait à ses élèves. Puis quand un élève lui disait « Oui, mais ça sert à quoi? » Ça sert à rien. Mais c'est esthétique. C'est joli. C'est que ça fonctionne. Ça donne E égale MC2, c'est joli. Et il avait essayé d'expliquer des choses, et puis personne ne voulait l'écouter. Quelques années après, à Los Alamos, entre autres, on avait besoin, un peu avant, on avait besoin de comprendre la mécanique nucléaire, puis la mécanique de la fission. Et les savants, ça cherchait à se casser la tête. Et puis, à un moment donné, on a demandé un peu à Einstein s'il avait une idée. Puis lui, il est sorti sur la même petite feuille, puis il dit, oui, ça fait quelques années que je vous en parle dans les universités, là, c'est ça que vous avez besoin. Je leur ai donné. C'est fini là. Alors, ils sont partis avec sa formule, ils ont travaillé avec ça, puis là, ça a tout débouché au complet. Ça faisait des années que c'était là, c'était esthétique. Même Albert Einstein ne croyait pas à la fission nucléaire. Alors que ses calculs l'amenaient à la fission nucléaire. Mais trop dangereux. Ça se peut pas. Il était pas si... Parce que souvent, il a même joué, justement, comme tout à l'heure, une personne disait ici, bon, il jouait avec certaines choses, il refusait, il truquait. Il ne voulait pas, c'est de la magie. Il te simplifiait la vie. Comment on doit se le faire de temps en temps? C'est trop dangereux, ça se peut pas. Alors, il ne devra pas dire à l'humain que c'est dangereux, il va jouer avec. On va lui dire, ça se peut pas, il ne jouera pas avec. Ça se peut pas. Mais quand on dit ça se peut pas, souvent ça réveille un ego qui dit, il me semble que ça se peut quelque part. Oui, mais quand c'est Albert Einstein qui dit ça se peut pas, c'est moins pire. Mais là, il y avait Oppenheimer qui lui disait que ça se pouvait, il y avait un paquet d'autres qui disaient que ça se pouvait, qui étaient des grands physiciens, des grands théoriciens aussi. Et puis, à un moment donné, on s'est amusé. L'intelligence, c'est quoi? Regardons simplement à Los Alamos, quand on travaillait sur la bombe nucléaire. Tout le monde travaillait sur l'explosion, sur une façon de créer une explosion suffisamment grandiose pour projeter des particules atomiques de façon à faire en sorte qu'elles rencontrent des particules d'uranium ou de plutonium, surtout d'uranium à l'époque, pour engendrer une réaction en chaîne. Déjà que la réaction en chaîne, personne n'y croyait. Elle a été éprouvée à un moment donné.
Et là, on travaillait sur l'explosion. Et ça travaillait. On n'avait pas d'explosif suffisamment grand. Bref, ça y allait. Un bonhomme a dit que lui, ce qu'il pense, c'est qu'on devait créer une implosion, pas une explosion. Tout le monde a trouvé ça comique. Pourquoi? Parce que technologiquement, on ne peut pas parvenir à créer une explosion externe qui va comprimer également quelque chose vers son centre, sans le déformer. Alors tout le monde riait. Oppenheimer, il n'y croyait pas, mais il a dit aux jeunes qui a eu cette idée-là, il a dit, écoute-toi, là, je vais te mettre avec 2-3 gars, c'est de travailler uniquement sur l'implosion. Fait que l'autre, il a dit, ah bon, vous y croyez? Il dit, non, mais tu peux pas travailler sur d'autres choses. Non, c'est comment veux-tu que tu travailles sur l'explosion, je n'y crois pas. Fait que tant qu'elle est ici, il faut des budgets, travaille sur l'implosion. Bon, voilà. Et puis, l'exercice était de prendre un tube de métal, de l'entourer d'explosifs, puis de le faire sauter. Le tube arrivait tout croche, donc on ne l'avait pas. Et puis, après des temps et des temps de recherche sur l'explosion, tout le monde est arrivé à l'évidence que... Et les Allemands travaillaient sur l'explosion, c'est parce que les autres aussi travaillaient sur l'explosion. Tout le monde est arrivé à l'évidence que jamais on n'aurait par l'explosion une force suffisante pour arriver à faire une bombe nucléaire. Alors, ils sont retournés vers le petit cave là-bas qui travaillait sur l'implosion, puis ils ont dit, écoute bien, je te rajoute 35 bonhommes. Puis là, travaille un peu plus. Et puis un jour, ils ont fait une immense explosion. Il y a une tige de métal qui est montée dans les airs, tombée à terre, puis elle était parfaite. Ils savaient comment. C'est ce qu'ils ont fait. En implosant, ça a créé la réaction en chaîne. L'intelligence a fait qu'Oppenheimer a fini par ne pas démolir quoi que ce soit. Mais c'était quoi la raison? Ils ne sont pas capables de travailler sur rien d'autre. Ou de le mettre dehors, ou de le forcer, etc., etc., etc. Einstein, avec, se facilitait la vie d'une façon comme plusieurs... Moi, je le fais comme ça aussi, je m'amuse. Lui s'amusait. C'est que telle chose est dangereuse, eh bien, on s'amuse. Il y avait toujours une réponse philosophique absolument niaiseuse. Si votre théorie aurait été fausse, vous auriez dit quoi? Ça fait 10 ans que vous la vantez puis vous la charriez. Puis là, on vient de vérifier. Est vrai. Et si elle aurait été fausse, vous auriez dit quoi? J'aurais été déçu que Dieu n'utilise pas une si bonne théorie. Il n'aurait pas souffert. L'humain doit s'amuser comme ça, dans n'importe quoi. Bon, Einstein le faisait, les autres physiciens souvent ne le font pas. De plus en plus, ça va. Mais il y en a encore qui ont de la difficulté, parce qu'ils s'attachent encore une fois à la forme. On n'en a rien à foutre. Dieu n'a pas utilisé cette théorie-là, mais probablement que moi, je pourrais m'attaquer à une anti-théorie, puis découvrir une théorie encore plus esthétique. Et ici, un astrophysicien se met à fouiller, on va peut-être découvrir qu'elle est appliquée, puis qu'elle n'exclut pas les autres. Qu'elle est inclue et qu'elle est inclue. Et c'est comme ça que l'astrophysique commence à découvrir les choses. C'est bon que l'humain est dans la science et dans l'intuitif. Pourquoi? Pour paramétrer ce que la science fait. Et dans la science, pour paramétrer l'intuitif qui devient spirituel. On n'a pas de spirituel, on doit jouer avec les deux. Et dans tous les cas, se foutre de tout. En réalité, ne pas s'en foutre, mais en être détaché. C'est esthétique, c'est beau. Comme par exemple, vous mettez des fleurs dans votre jardin, ça vous sert à quoi? Rien. Ça me permet de sortir dehors. Ben oui, mais tu devrais sortir dehors sans planter des fleurs. Oui. Il faudrait que je pense à sortir dehors, tandis que là, je pense à arroser mes fleurs. C'est plus facile. Oui, mais c'est mauditement plus facile. Alors, tu mets des fleurs dans ton jardin. C'est ça, vivre. On évolue. Mais je n'ai rien à foutre de mes fleurs. Je le sais, ça n'a rien à voir. Mais subitement, je me dis, il faudrait bien que j'aille arroser mon gazon. Alors, je sors, j'arrose mon gazon. L'animal humain qui ne comprend pas, il dit tout le temps, maudit gazon, il faut sortir arroser ça. Ben oui, mais lui, c'est toujours dans la maison. Il sort pour ça. Il faut pelleter. Ben oui, mais il fait de l'exercice. Alors qu'on peut juste changer un peu les choses, puis tu joues avec les mots. Je ne joue pas avec les mots. Je suis pas malade, puis je chiale pas. Toi, t'es malade, puis tu chiales. Je ne joue pas avec les mots. Mais finalement, parce que ça me ramène un peu à l'idée de l'écœurement de l'écœurement. Quelqu'un qui a vécu ça, à un moment donné, ça fait comme une implosion, finalement, qui amène à une autre forme d'énergie. Qui peut être, le seul mot qui me vient actuellement, c'est douceur, mais c'est pas douceur, c'est sensibilité en même temps. Puis c'est ce qui fait, par exemple, comme tu dis, quelqu'un va planter des fleurs, puis va les sortir, les arroser simplement. Mais est-ce nécessaire d'arriver à l'écœurement de l'écœurement? Non. L'écœurement de l'écœurement t'amène à développer un ajusteur de pensée. Quand les gens font un séminaire, quand les gens suivent des conférences, quand les gens, de temps en temps, peuvent discuter entre eux, quand les gens ramassent suffisamment d'énergie et d'information, l'information, c'est ce qui contient l'énergie qui va leur servir. Quand les gens ont suffisamment d'énergie, l'ajusteur de pensée, le concept, c'est un concept tant que c'est pas efficace, tant que c'est pas opérationnel. Mais à un moment donné, les gens, s'ils sont capables de faire le jeu de la vie 3, de faire de travailler certains exercices, pas régulièrement, pas en technique, etc., mais de le faire de temps en temps, de se réveiller de temps en temps, au lieu de s'ennuyer à faire ça plutôt,
Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, les individus vont se servir de leur ajusteur de pensée par une technicalité énergétique qui ne nécessite pas l'écœurement de l'écœurement. L'écœurement de l'écœurement, c'était pour qu'on en arrive à créer ces concepts-là. Mais tant que les concepts sont là, ça va. OK. Moi, je vais aller acheter mon boulon chez Canadian Tire, mais il y a eu des humains, à un moment donné, qu'il fallait qu'ils aillent ramasser des tiges de métal puis qu'ils façonnent le boulon. Ben oui, c'est correct. Bon, après ça, ils ont façonné des outils qui façonneraient les boulons. Et c'est correct. Et puis après ça, on va faire des robots qui vont fabriquer des outils, qui vont fabriquer les boulons. Puis après ça, des robots qui vont fabriquer des robots. Et ces robots-là vont fabriquer des robots qui fabriquent des robots, donc ils vont être capables de se refabriquer, puis nous, on ne fera plus rien. Et c'est correct. Je me sentirais pas coupable. Dieu a dit que je devais suer. M'en faire de la course, m'en aller suer. Mais ça fait quand même pas si longtemps que ça que l'écœurement était quand même un moyen d'arriver à accumuler suffisamment de puissance énergétique. Mais c'est toujours un moyen. Sauf que l'individu peut, procédant par d'autres petites facettes, si il a l'intelligence nécessaire pour comprendre ces choses-là, il va parvenir par la douceur, par l'amusement, à la même chose que celui qui va y aller par l'écœurement de l'écœurement. Je ne peux pas dire à un individu, cesse de t'écœurer. Tout ce que je peux lui dire, c'est écœure-toi, mais déprime-toi pas. Bon, déjà là, il peut au moins s'amuser en s'écœurant. Et c'est vrai. Oui, sinon, il se déprime, il perd son énergie. Si il ramasse son énergie, il la perd c'est pourri. On doit s'écœurer sans se déprimer, mais à un moment donné, on ne s'écœure plus. On constate que c'est pas ça, ou que c'est ça, ou que ça aurait dû être ceci, ou cela, ou etc. Puis c'est comme ça. Mais la constatation peut quand même amener une puissance énergétique. Elle amène une puissance énergétique. Elle ne fait que cela. Peut-être même plus grande, étant donné quand elle est plus grande parce que tu n'as pas à lutter, puis tu n'as pas, c'est pas au niveau de l'ego. Sauf que l'individu ne doit pas aller chercher un extase spirituel. Là, il n'a pas d'écœurement, puis il n'a pas de puissance énergétique. Il a une énergisation, il est énergisé spirituellement, mais il ne crée pas de corps d'énergie. Il ne structure pas chez lui énergétiquement son corps physique. Il ne cellularise pas. Il mémorise dans l'astral. Pas dans la cellule. Donc, il ne l'a pas. Quelqu'un qui arrive, par exemple, à une puissance énergétique, il y a quand même, à un moment donné, il me semble qu'il peut y avoir une récupération pour certains individus au niveau de la spiritualisation. Parce que découvrant des perceptions qui sont beaucoup plus vibratoires, il peut avoir une tendance de récupération quelque part. Oui, mais ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit connaître les mécaniques. Si on connaît la mécanique de la spiritualité et qu'on n'en a pas peur, qu'on l'accepte pour les parties spirituelles qui nous constituent, si on connaît la mécanique du mental et qu'on n'en a pas peur et qu'on l'accepte pour les parties mentales qui comprennent l'idée, il n'y aura pas de problème. Par exemple, moi, je suis spirituel dans toutes mes facettes de spiritualité. Cela me permet de trouver le monde beau. Cela me permet de vivre d'une façon qui est beaucoup plus intéressante. Mais cette spiritualité-là ne contrôle pas ma vie. Okay. Connaissant la mécanique, je ne me fais pas embarquer dans la mécanique. Mais je suis mental, je suis supramental, je suis intelligent, je suis vital, je suis physique, etc. Mais toutes ces facettes-là, je ne lutte pas contre. Je les connais et je connais leur mécanique, donc je les accepte. Mais si je connais la spiritualité, je ne peux pas me faire embarquer dans la spiritualité. C'est-à-dire que je vais dire à quelqu'un, c'est vrai disons, j'écoute Jonathan Livingston de Goéland, un exemple, et je trouve le film extraordinairement beau. Quelqu'un va me dire, oui, mais c'est une spiritualité. C'est vrai, mais c'est de la belle spiritualité. Bon, ah oui, mais il ne faut pas qu'on se mette à croire à ça. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça ne colorera pas ma vie. Je bénéficie d'un esthétisme le temps que j'écoute le film. Et je n'ai rien à foutre du reste. Je ne tombe pas dans la spiritualité. Je vais aller voir les Mormons, puis ils vont faire une chanson, je peux trouver ça beau. Je ne rentrerai pas des Mormons parce que la chanson était belle, mais les animaux humains vont rentrer dans la chanson et dans les Mormons. Parce que finalement, la spiritualité peut être aussi un véhicule d'énergie. C'est pas aussi, c'est un véhicule d'énergie. Tout est de l'énergie. Mais on doit simplement ne pas se faire asservir par la forme qui communique l'énergie. Ni le concept mental, ni le concept supramental, ni le concept astral. Mais de la façon dont c'est véhiculé au niveau spirituel par les masses, est-ce que c'est une énergie qui est différente? Non, l'énergie est la même, sauf que le lecteur va être différent. Okay. C'est simplement ça. Prends un disque laser, puis essayez ça, si vous voulez. Prenez un disque laser, mettez-le sur une table tournante ordinaire, mettez l'aiguille dessus, puis faites jouer ça. Vous allez entendre plein de sons. Et tu vas dire, ouais, mais le disque laser n'est pas bon. Ça dépend du lecteur. Après ça, ben là, mets-les sur un lecteur laser, puis peut-être que ça va avoir des petites distorsions. Parce qu'il va essayer de lire... Mais il n'y a pas de problème. L'énergie reste la même. Ça dépend du lecteur. Lire astralement, lisons astralement, ne tombons pas dans le piège. L'idée, c'est que la forme, on doit s'en servir. On ne doit pas se faire asservir par elle. Alors là-dessus, je vous abandonne à votre sort.